إذا الأستاذ سمير عنانة سيحدثنا عن نابل القديمة. إذا فنستمع بكل الانتباه إلى هذه المداخلة، مع التذكير أن كل مداخلة ستكون في حدود 15 دقيقة أو 20 دقيقة على أقصى تقدير. سنستمع إلى المداخلات تباعا، ثم نفسح المجال إلى ملاحظاتكم وإلى اقتراحاتكم إن كان هنالك بعض الاقتراحات. لا يفوتني أن أتوجه لجمعية صيانة مدينة نابل على دأبها على عقد مثل هذه الندوات الفكرية في كل مهرجان، ليس في مهرجان على رأس السكر فحسب، بل لاحظنا هذا تقريبا في كل التظاهرات في كل المهرجانات أن البعد الفكري لهذه التظاهرات الثقافية موجود. ثم أختم هذه الفرصة لأسجل بكل اعتزاز الافتتاح الجيد الذي عشناه معنا لمهرجان عرائس السكر الذي يتواصل إلى هذا اليوم. إذا فالكلمة سي سمير عبد الله فليتفضل. سي سمير كان شيء طيب Bon, je vais intervenir en français, j'espère que je me ferai comprendre un peu de tous. Cela me fait grand plaisir, bien sûr, aujourd'hui d'être des vôtres, et puis je suis chez moi aussi. Je crois que c'est la première conférence que je fais ici à Naples, et ça va être donc sur le site de Néapolis à l'époque antique. Alors je commence tout de suite par un plan de situation des ruines de Néapolis, que vous observez situé entre Ouatzri et Ouatsouri. Un site qui malheureusement a été très mangé par les constructions modernes, par les arrachages systématiques de pierres. Pour ainsi dire, il reste la même chose, mais ça on le verra après. Donc au niveau de la topographie, à peu près la configuration du site et du pays n'a pas beaucoup changé, sauf quand même le tracé de la côte qui a changé depuis l'Antiquité. Et récemment, une belle équipe de fouilleurs sous-marins italo-tunisiens a découvert une bonne partie du site qui était enfouie sous l'eau, et il me semble que c'est à peu près une superficie d'une vingtaine d'hectares, ce qui quand même laisse penser qu'une bonne partie de la ville a été mangée par la mer. Donc le relief, la topographie de la côte du moins, elle a changé, et la question bien sûr qui se pose, et à quoi est dû ce changement de la côte. Et quand surtout, parce que la grosse question c'est quand est-ce que ce changement de la côte, qui a quand même modifié toute l'économie de la ville, une bonne partie des ressources de la ville ont disparu avec cet alourdissement du port. Alors, on n'a pas de date précise, et les fouilles ont beau essayer de donner une date, mais elle reste toujours incertaine en l'absence de preuves irréfutables. Le premier indice que nous avons, il est fourni par Blackley. Blackley au XIe siècle nous dit clairement que le port de Naples est englouti. Donc ça, c'est au XIe siècle. Et il rappelle que la navigation aux environs du golfe, c'est ça, c'est le golfe de Matfoun, la navigation est très dangereuse. La même information, à mon avis, il a peut-être prise d'une source plus ancienne. La même information, on la trouve dans un document antique dont la rédaction a pu être faite et établie entre le 3e et le 5e siècle après. Le stadiasme de la Grande Mer, ça s'appelle, sinon il s'appelle aussi le périple de la Grande Mer, qui également ne signale pas que la port a disparu, mais il signale également les dangers de la navigation dans les environs de Néapolis. Pourquoi les dangers de la navigation? Parce que les bas-fonds sont assez hauts et les bateaux ne peuvent pas accoster tranquillement. Donc ils sont souvent un peu pris par les bas-fonds. Donc on est là. Et puis, signalons aussi que le phénomène de la poussée marine, l'avancée de la mer, n'est pas propre à Néapolis. Il a été constaté à Carthage, dans le golfe de Carthage, où la mer a
le niveau de la mer a augmenté d'environ 40 cm, ce qui a causé l'abandon du port de Carthage au 7e siècle. Et cet abandon, il est beaucoup plus prononcé, beaucoup plus important dans le golfe de Guebs, où il atteint 2 mètres. Et apparemment, c'est dans les golfes que la montée de la mer est plus importante qu'ailleurs. D'ailleurs, on le voit, c'est dans le golfe de Carthage, dans le golfe de Haramet, de Minneapolis. Avant, il s'appelait le Sinus Neapolitanus, donc c'était le golfe de Minneapolis avant, et dans le golfe de Guebs. Alors, à quoi est due maintenant cette avancée de la mer? On a 2 événements qui se sont déroulés sous l'Haut Empire. Le premier, c'est un tremblement de terre qui eut lieu en 262. Et ce tremblement de terre est annoncé par les textes. On le trouve dans la Vie de Galien, par exemple. Et le texte, il est clair. Il dit que c'est un tremblement particulièrement dramatique pour les villes. Et il a touché Rome ainsi que la Libye. La Libye, c'est-à-dire la Berbérie aujourd'hui, c'est-à-dire le Maghreb, Maghreb. Donc là, on a une attestation assez claire que la mer a touché les côtes de l'Afrique en 262. Ensuite, on a un chiffre à Bukach. C'est dans les environs de Toul. On a une inscription latine qui nous parle clairement d'un mouvement de la terre. Le texte dit un motus terrae, c'est-à-dire un mouvement de la terre, ce qui veut dire un tremblement de la terre qui a causé la destruction de pas mal de monuments. Ça, pour l'année 262. Maintenant, est-ce qu'on peut affirmer que ce tremblement de terre a causé des dégâts sur le port de Minneapolis? Ça, non. Alors, l'autre événement qui a été utilisé, qui a été surtout avancé par l'équipe tuniso-italienne, c'est le raz-de-marée, le grand raz-de-marée, tsunami, comme on veut, qui eut lieu le 21 juillet 365. Mais ce raz-de-marée-là, nous n'avons aucune trace, nous n'avons aucune information qui ait touché la côte de la Libye. On sait tout simplement que c'est la Sicile qui a été touchée et une partie de la Grèce. Donc rien ne nous dit que les côtes libyennes, et surtout Néapolis, a été touchée. De toutes les manières, s'agissant de 262 ou de 365, on va attribuer à l'un des 2 événements la disparition totale du port. Le port a été peut-être affecté, les activités ont été peut-être diminuées sensiblement, mais le port n'a pas fermé à la suite de l'un de ces 2 événements. Et la preuve, nous l'avons grâce à un document qui a été trouvé à Néapolis, une inscription latine, qui évoque des gens dans l'activité économique en rapport avec la mer, et cela en 400 après Jésus-Christ. Donc, on le veuille ou non, peut-être que le port a été affecté, mais il n'a pas été abandonné avant cette date-là. En tout cas, au 5e siècle, on peut être assuré d'une chose, le port de Néapolis fonctionnait encore. Alors, la ville de Nèbres maintenant, il est certain de toutes les manières que cet événement, cette avancée de la mer, a affecté l'occupation du site, et le meilleur argument que l'on puisse trouver, c'est Nèbres aujourd'hui, qui s'est éloigné par rapport à la mer. Nèbres aujourd'hui, elle est à peu près à 1,5 km, 2 km de la côte. Donc le site côtier a été abandonné à l'époque médiévale. Et cela, à mon avis, c'est à cause de ce phénomène d'avancée et de progression de la mer. Alors, Nèbres, on l'appelle Néapolis. Néapolis, là je parle un peu du toponyme. Néapolis, c'est, comme vous le savez, un toponyme grec, et qui signifie, dans cette langue, une ville nouvelle, une ville neuve. Alors, les amoureux, je ne sais pas quoi, du passé unique de l'Afrique, disent que Néapolis ne peut être qu'une traduction d'un vieux nom unique, berbère. Nous avons Pradesh, par exemple, qui signifie nouvelle ville, et nous avons Pradesh qui signifie
également nouvelle ville. Le problème est que Néapolis, c'est un toponyme qui date de l'administration romaine de la province. Donc c'est l'administration romaine qui a donné ce nom à la ville. Et elle a appelé Néapolis. Donc elle a gardé la version grecque du toponyme. Et je dis elle l'a gardé, c'est peut-être pour respecter une vieille tradition qui fait que la ville avait des antécédents grecs. Hein. Une bonne partie de la population de Néapolis était peut-être grecque, et donc on a respecté ce toponyme. Pourquoi? Parce que l'administration romaine, elle aurait pu traduire le nom. Néapolis ou Taj. Néapolis. Le Doha, le Dinajdi. Dans le latin, il y a un mot pour dire ça. Inversement, donc c'est les Yaqui Walqlid, quand il parle de Kéligia, le nom grec de Kéligia, c'était Aspis. Et l'administration romaine a traduit Aspis et l'a remplacé par Clipper. C'est une traduction, parce que le mot dans les deux sens, dans les deux langues, signifie bouclier. La même chose pour l'Héolia. Elias n'a Hermaïa en grec. Hermaïa gêne Hermès. C'est donc un toponyme forgé sur le nom du dieu Hermès. Et elle a traduit le Hermaïa par Mercurium, qui est l'équivalent grec d'Hermaïa, Mercure étant le même dieu que le Hermès, quoi, chacun dans sa langue. Donc, si elle a gardé Néapolis sans le modifier, sans le traduire, c'est, je pense, pour respecter une tradition locale forte, peut-être due à une forte proportion de Grecs qui habitaient Grecs dans la ville de Néapolis. J'ai oublié au départ de dire que Néapolis, c'est une ville qui a la chance, qui n'est pas donnée à beaucoup d'autres sites, d'être à la fois située dans un territoire agricole riche, d'être à la fois une ville maritime, ça on en parlera, les industries en rapport avec la mer qui ont fait la richesse de la ville, mais c'est surtout même et très connu, maintenant on commence à être certains de ce que nous avançons, par les quartiers d'Arch. Ratzel, il existe depuis longtemps, hein, et il a été exploité au moins depuis le 5e siècle avant Jésus. Donc c'est une ville qui a 3 ressources importantes de revenus. Et c'est ce qui a fait que c'est l'une des villes en fait, les plus riches du monde romain, de l'Afrique romaine. Alors, si on passe au suivant. Alors, la ville profite bien sûr de sa position. Hein. Une ville comme Néapolis, elle est parfaitement située sur les routes les plus importantes de l'Europe. Elle est située sur la route qui mène directement à Carthage, ce qui n'est pas négligeable. Et puis, elle est aussi bien située sur la route côtière qui allait dans l'Antiquité de Carthage jusqu'à Alexandrie en Égypte. C'est aussi une ville qui est parfaitement située, ça c'est les routes maritimes antiques, hein, c'est les routes maritimes antiques, qui est parfaitement donc située sur les bonnes routes maritimes et particulièrement sur la route qui conduit vers la Sicile, dont elle n'est des distances que d'une journée de navigation et d'une nuit de navigation. D'ailleurs, à l'époque, c'était le port le plus proche de la Sicile. Alors, Néapolis, à mon avis, hein, c'est l'une des plus anciennes, sinon la plus ancienne ville du Capon. Nous tenons ça de 2 informations principales. D'abord, Thucydide, il en parle vers la fin du 5e siècle, et quand il parle de Néapolis comme étape maritime sur une route maritime, avant Néapolis, il ne cite que Hadrumète, ce qui est signifiant. Et après Néapolis, il dit la route conduit directement vers la Sicile. Donc, si les autres villes, par exemple,
existait parce que Plig est plus proche de Néapolis, plus proche de la Grèce, de la Sicile que Néapolis. Si Plig existait, on l'aurait mentionné. Voilà, donc c'est ce qui fait que, pour moi, je pense que c'est l'une des plus vieilles villes du Cap-Vert. Et puis, nous avons aussi un autre périple, le périple de Skylax, qui eut lieu entre 360 et 336 avant, qui lui aussi ne s'égale ni à Smith, ni Plig, ni Philadelphie, ce qui renforce encore l'ancienneté de Néapolis par rapport aux autres villes du Cap-Vert. Le passé pré-romain, il est animé par deux événements importants. Le premier, c'est l'invasion d'Agatocle vers 310 avant Jésus. Agatocle, on sait, il a décidé de transférer, de ramener la guerre en Afrique. Il était agressé par les Carthaginois chez lui. Il a décidé de faire une balade, une descente au Cap-Vert. Il a débarqué à Derwell, et puis de là, ça s'est passé en 310 avant, de là, il a fait le tour du Cap-Vert. C'est normal, une armée qui a faim, a fait le tour des villes, et puis c'est le pillage, etc., etc. Sauf que, ce que nous apprenons, c'est qu'arrivé à Néapolis, il dit le texte, il a traité ses habitants avec humanité. Alors là, pourquoi il a traité ses habitants avec humanité? Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit tout à l'heure, que peut-être Néapolis avait une forte proportion de Grecs. C'est qu'il s'est épris tout simplement de sentiments positifs vers la ville. C'est pour ça qu'il a traité ses habitants avec humanité. Autrement, je ne vois pas. Parce qu'il n'a pas fait la même chose avec d'autres villes. Il a pillé, il a tué. Mais arrivé à Naples, il a eu de bons sentiments vis-à-vis de la ville. Moi, je ne vois que cette explication. Sinon, ça c'est pour l'anecdote, Agatocle est fils de Potier, ou frère. Et il est fort possible qu'à l'époque, et cela c'est pour l'anecdote, il s'est pris au centre aussi de sentiments pour cette ville où il n'y avait que des potiers, où l'activité céramique était importante, il rappelait peut-être son enfance. Enfin bref, la chose est là, il a traité ses habitants avec humanité, et cela doit être quand même constaté et expliqué d'une manière autre que c'est un coup de chance ou c'est un coup de hasard. Non, il doit y avoir une raison à tout cela. Le deuxième événement important, raconté par les sources, c'est la Troisième Guerre punique. Neb a résisté à l'armée romaine en 148 avant. Et en conséquence, elle a été punie. Il y a eu cette punition. La règle du jeu, c'est que Neb a pris le parti de Carthage. Qu'est-ce qui se passe quand une ville perd la guerre ou ce qu'on appelle une ville se donne? Au lendemain donc, de la victoire de Rome sur Carthage, le règlement des affaires de la province. Et Neb est une ville qui a donc été considérée comme une ville ennemie. Le châtiment a été clair. Il y a eu pillage, il y a eu massacre, il y a eu tuerie, réduction à l'esclavage de beaucoup de gens, et tout ça. L'événement majeur, c'est que quelqu'un qui est défait, une ville qui est défaite, quelqu'un qui est défait, il est ramené pratiquement au rang d'esclave. Pratiquement. Alors, deux villes, parce que Neb est une deux villes, elle est devenue village. Vous l'êtes pareil. C'est dans le sens juridique du mot, dans la hiérarchie juridique des villes, qui m'a rendu à l'époque romaine, à l'esclave, à l'affranchi, à le libre pèlerin et le citoyen romain, on a la même gradation au niveau des collectivités. Donc c'est une ville qui a perdu sa liberté, qui est devenue un village. Non seulement elle a perdu sa liberté, elle a perdu ses terres. Dans la ville Kolka, où elle est même chape romaine, ce qu'on appelle une propriété du peuple romain. Donc qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Les gens qui possédaient des terres sont devenus des locataires. ولو يكرم في الارض نتاعهم. هذا يحكم القوية على الضعيف، هذا الحق المتوسط. هذا يقع. اثنين، du fait que Neb est devenu un village de la Tare, dit Castellone, c'est son statut après la guerre. Neb n'est plus une cité.
Et donc, elle ne peut plus accorder sa citoyenneté. Il n'y a plus de citoyenneté locale. Hein? Les gens sont devenus, chez eux, des apatrides. C'est ça la principale conséquence de la guerre. Devenus des apatrides sans patrie. Ça, je ne sais, imaginez ça. Quelqu'un qui n'a pas de citoyenneté, il ne peut pas être propriétaire, hein, et il n'est pas reconnu par la loi. Situation aérienne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait que, à partir de la troisième guerre punique, les gens, comme ils ne possèdent rien, comme de plus, ils doivent payer des impôts. Il n'y avait rien qui n'ont plus de ressources financières. Cela s'est traduit certainement sur l'investissement. L'avait de l'épage de jeunes d'investissement. Et les Canadiens ou des esclaves, c'est sûr, là, parce qu'il ne peut plus les fournir. Hein? Donc, il faut imaginer que pendant un siècle et demi, le délai est presque fort. Presque. Hein? La meilleure preuve, c'est les céramologues qui nous le disent. Celles qui ont fouillé dans les fours à partir de Minneapolis, ils ont constaté une rupture dans la production de la céramique autour de la ville. Rupture avec la chute de Carthage, où trois stratégies jusqu'au 1er siècle. En fait, ce n'est pas une rupture de la production, parce que c'est impensable. C'est que, comme je l'ai dit, les gens n'ont pas les moyens d'investir, donc ils n'innovent pas, ils ne créent pas d'efforts, il n'y a plus de marché. Donc on se contente des vieilles moules, des vieux moules et des vieux modèles qu'on a continué à reproduire encore pendant un siècle, sans aucune innovation. Le phénomène n'a d'ailleurs pas, l'arabe taflo l'élève, les deux fameux siècles, 7e et 8e siècle, c'est le siècle des vedettes, et les kif-kif, il n'y a pas de production de la céramique, mais de le modèle irdi. Donc, au lieu de parler d'arrêt de la production, ça n'a pas de sens, arrêt de la production. Imaginez, il y aura de faire une de neige, donc elle ne peut pas redémarrer après. L'autre changement, le changement positif commence avec la guerre civile romano-romaine, entre les Césariens et les Pompéiens. Le Gabon a été un terrain de passage de cette lutte. Alors, le Gabon, c'est important parce que tous ceux qui viennent d'Italie, qui gîtent au Gabon, c'est la première côte qu'ils aperçoivent, c'est le Gabon. Et voir la côte, ça veut dire qu'on est à terre. Donc, tous les messieurs le Gabon, et puis ils font leur cabotage. Voilà. Donc, l'armée de César, l'armée des Pompéiens, intelligents, donc ils sont arrivés en Afrique, à travers le Gabon. Le Gabon a été touché. On ne sait pas. Mais on sait qu'à Rome, oui, ils ont été à Rome et ils ont fortifié, les Pompéiens ont fortifié la métropole. Mais on pense que les Nebel ont connu également le même sort. On le pense pourquoi? Parce que juste après la fin de la guerre de César Kharajla, donc il a été vainqueur de cette guerre-là, les trois villes, le Gabon, le Maghreb, Port Nebel, sont devenues des villes libres. Pas aucun sens. Hein? Si elles ont acquis la liberté, c'est parce qu'elles étaient du parti vainqueur. Finalement, toutes ces villes-là, ces trois villes-là, sont devenues villes libres, puis très rapidement, ils sont devenus des colonies romaines. Une colonie romaine, c'est-à-dire qu'elle a une constitution romaine, et toute la population à l'intérieur de la ville est une population de citoyens romains. C'est un phénomène de double citoyenneté qui existait à l'époque romaine. On est citoyen chez nous. Et on est citoyen, c'est ça.
aussi une cité. Une cité, c'est l'équivalent de Matandina. Matandina et le territoire de la ville. C'est ça. Et ça, c'est un essai que j'ai fait du territoire de Néapolis dans l'Antiquité, à l'époque romaine pour moi. Un territoire, c'est-à-dire bien défini. Aujourd'hui, on connaît les bornes mais avant, à l'époque romaine, il y avait des bornes déjà. Donc ça, c'est le territoire de Néapolis. Un territoire, donc une ville, chef-lieu et Néapolis, une agglomération secondaire, un village. اللي هو بين صلاح بين معمر والكفية et le reste c'est un peu 102 sites en tout des fermes agricoles avec bien sûr des établissements industriels et agricoles. Alors, des fermes, la principale activité elle est notable le pays net agricole et les pressoirs arabiques Zito. هذه la principale activité agricole. بعد تجي طمحني ما كانش عنده أهمية كبيرة les céréales il n'y avait pas beaucoup mais c'est surtout le riz. ومن بعد bien sûr المعمل الفخار on a trouvé à peu près une dizaine d'usines de céramique, de fabriques de céramique autour de l'île. Ce qui est intéressant, c'est une source bien sûr d'enrichissement pour la ville parce que sur ce territoire, la ville percevait des impôts, mais surtout, dans ce territoire-là, à l'Étrophie, il y avait des propriétés privées, mais il y avait aussi des propriétés publiques. L'empereur possédait des terres ici. L'empereur Kaïmel, la majorité des carrières d'Agile étaient des propriétés de l'impérial. Plus, on le sait maintenant, la ville de Nebel avait, la cité, la ville de Nebel avait également des propriétés dans ces carrières d'argile. Qui va se sur les productions des amphores, CIN. CIN, c'est la ville coloniale Néapolis. C'est-à-dire que ça veut dire que c'est un bien de la ville. Dinahi est écrit. C'est écrit et c'est ça. Donc, c'est à peu près ce qu'on peut dire sur l'histoire de Nebel. Très rapidement, je finis par l'archéologie du site. Maintenant, plutôt G. Alors ça, c'est une carte des activités économiques dans le territoire de Nebel, on en a parlé. Alors là, nous sommes sur le site de Nebel. Donc, la villa dite des Neufs, on l'a appelée comme ça parce que sur une des mosaïques de la maison était écrit en latin Domus Nympharum, ce qui signifie la demeure des nymphes ou la maison des nymphes. Donc, on l'a appelée comme ça. Sachez que quand même c'est une grande maison. C'est beaucoup pour une maison parce que ça peut être autre chose. Parce qu'il y a à peu près une vingtaine de pièces. Vingtaine de pièces, ça fait beaucoup pour une maison. Il y a 2 pièces quand même qui ouvrent sur la rue d'allée. On peut imaginer que c'était des commerces. Beaucoup de gens, les Manioum, ils ouvrent des commerces à partir de leur demeure. Mais cela étant dit, 20 maisons, c'est beaucoup. Et on se demande si ce n'était pas plutôt le siège d'un club ou tout simplement un hôtel. Ça peut être aussi le cas. Si on passe après, alors ça c'est pas mal parce qu'on a trouvé ça dans cette demeure et donc affronté avec au milieu une petite amphore ou flosse ou d'herbe. Ça signifie tout simplement que ça devenait Nebel. Il y avait un amphithéâtre à Nebel, bien sûr, mais on le sait par les inscriptions latines. Ça veut dire qu'on est né des combats de coq. Les combats de coq, quoi que j'aille à des clémates de flosse. Ça indique les prix. Et il y a le cher. Voilà. On récompense le vainqueur. Et tout ça, une autre mosaïque, c'est la légende de la Vermine dans l'épée. Le bijou, bien sûr, c'est ça. Alors, l'usine de Salaison,
qui a connu une évolution incroyable, parce que là, maintenant, avec la recherche archéologique, on a pu déterminer ses origines, bien sûr. Il y avait quelque chose à l'époque unique, mais pour ce qui est du bâtiment lui-même, cette usine, elle a démarré au milieu du 1er siècle et elle a connu des changements, surtout à partir du 4e siècle, pour voir l'activité liée au poisson disparaître définitivement. Ce qui est aussi un signe que la mer a commencé à être abandonnée à partir du 4e ou du 5e siècle. La mer, bien sûr, les activités liées à la mer. On produisait essentiellement des salsamenta, côte-chère, qui marquent la localité, pour le conserver, c'est une manière de le conserver. Et bien sûr, la sauce taggeroum, on ne trouve chez les détails, mais sachez que quand même, la sauce taggeroum, c'est un produit de luxe. C'est le plus cher après le parfum, tout cela fait pour dire donc que Neb, à l'époque antique, malheureusement, l'état des ruines ne le laisse pas présager. On a l'impression en visitant le site que c'est un site médiocre, c'était pas vrai. Et c'était quand même une ville assez prospère, et eût été peut-être ce retrait ou cette avancée un peu attendue de la mer, Neb الجديدة étant à voilà, c'est fini, merci. أجدد التحية لكم جميعا ولكل من تحقق بملف الأفنان. أشكر شكرا جزيلا الأستاذ سمير عمالة على هذه المداخلة الطيبة والطريفة. رحل بنا بعيدا إلى أقاصي التاريخ للحديث عن نابلس القديمة وعن هذه التحولات التي شهدناها.